sur les docks. Au cœur de cette semaine consacrée au printemps arabe, après la Tunisie et avant l'Algérie demain, nous vous conduisons aujourd'hui à une des étapes d'une histoire en 4 points. 1. Réseau politique, engagement social, délation. 2. La prison. 3. La révolution. 4. La démocratie. À l'étape 2 se situent des paroles jusque-là interdites. Début mars 2011, les locaux de Amn al-Daoula, cette partie de la police politique accusée de violence et torture à la période de Sadat et Hosni Moubarak, ont été envahis par les manifestants de la place Tahrir. Déjà, les machines à lacérer les documents avaient largement fonctionné, mais il restait suffisamment de dossiers pour les militants pro-démocratie qui voulaient des preuves de la corruption et des malversations de ces officiers. Quand Joseph Confavreux et Jean-Philippe Navarre sont arrivés au Caire le mois dernier, ils ont pu rencontrer certains de celles et ceux qui avaient vécu dans leur chair les blessures de la torture. Ces témoignages confiés dans l'urgence sont parfois extrêmement difficiles à entendre. C'est un documentaire exceptionnel de Sur les docks. Tu peux élever tes palais sur nos champs, avec notre labeur et le travail de nos mains. Tu peux élever tes palais sur nos champs, avec notre labeur. Tu peux installer des tripots près des usines et des prisons à la place des jardins. Tu peux installer des tripots près des usines et des prisons à la place des jardins. Tu peux lâcher tes chiens dans les rues. Et refermer sur nous tes prisons. Et refermer sur nous tes prisons. Tu peux nous voler notre sommeil, nous avons dormi trop longtemps. Tu peux nous accabler de douleur. Tu peux nous accabler de douleur. De la souffrance. Nous avons été au bout de la souffrance. À présent, nous savons qui cause nos blessures. Nous nous sommes reconnus et nous sommes réunis, ouvriers. Ouvriers, paysans et étudiants. Notre heure a sonné et nous nous sommes engagés sur un chemin sans retour. Notre heure a sonné et nous nous sommes engagés sur un chemin sans retour. La victoire est à la portée de nos mains. La victoire est à la portée de nos mains. La victoire point à l'horizon de nos yeux. La police politique de Moubarak, Anatomie d'une peur. Un documentaire de Joseph Confavreux et Jean-Philippe Navarre. Quand vous étiez dans ce parti d'opposition, le Tagamo, est-ce que vous avez eu affaire à la sécurité d'État, à la police politique du régime Moubarak? Ils nous harcelaient tout le temps. Hicham Ismail. Ils nous poursuivaient de façon continue. La sécurité d'État contrôlait tout. Pour créer une entreprise, il fallait l'accord de la sécurité d'État. Pour imprimer quelque chose, même des louanges pour le gouvernement, il fallait l'accord de la sécurité d'État. Si on voulait organiser un événement culturel ou une fête, il fallait l'autorisation de la sécurité d'État. Pour changer de bureau, il fallait l'accord de la sécurité d'État. Même pour boire un verre d'eau, il fallait encore l'accord de la sécurité d'État. Une histoire en particulier m'a marqué. J'avais une amie en Tunisie, on s'envoyait souvent des lettres. Un jour, j'ai été convoqué à la sécurité d'État, ils m'ont demandé « Qu'est-ce qui te prend d'envoyer des lettres à l'étranger ?» Alors ils m'ont interdit d'en envoyer ou d'en recevoir, me traitant d'espion. J'ai protesté et du coup ils sont venus me perquisitionner chez moi et m'ont confisqué toutes mes lettres. Ça fait 20 ans que je n'ai plus de nouvelles de mon ami. C'était des lettres d'amour? Non, c'était juste une amie. C'est vrai qu'elle était très belle et que j'aurais bien aimé. J'espère que maintenant je vais peut-être pouvoir la retrouver. Vous avez été torturé, vous? J'ai été torturé plusieurs fois, Amir, physiquement et psychologiquement. La première fois que j'ai été arrêté, j'avais 19 ans. Et j'ai eu droit à une fête de bienvenue
avec 20 personnes qui me frappaient à la fois. C'est mon premier souvenir de la sécurité d'État. La dernière fois, j'avais plus de 50 ans. Et c'était davantage une torture psychologique. On a été une cinquantaine à être arrêtés, puis ils en ont gardé 8, dont moi. Les officiers très costauds nous ont alors pris à bras-le-corps et nous ont mis contre le mur de la prison. Les soldats se sont alignés devant nous en pointant leurs fusils et nous ont laissés comme ça pendant 2 heures. 2 heures durant lesquelles on pensait qu'on allait mourir comme en Amérique latine. Finalement, ils ne nous ont pas fusillés et nous ont ramenés en cellule. C'était une très vieille prison datant du XVIIIe siècle. Il fallait se baisser pour passer la porte. Et on m'a poussé dans un endroit où j'entendais au-dessus de moi un soldat faire des allers-retours. J'ai voulu m'asseoir, mais j'ai réalisé qu'il y avait des excréments humains partout sur le sol, avec des cafards qui grouillaient partout. C'était l'obscurité totale. J'ai finalement trouvé un endroit moins sale où m'installer, même si je pouvais à peine m'allonger. On m'a alors amené une bouteille d'eau marron en me disant que c'était tout ce qu'il me donnerait. Mais c'était absolument imbuvable. Cela a duré 4 jours, destiné à me casser. Je criais tellement j'avais soif. Le prisonnier de la cellule à côté a réussi à me dire à travers le mur: si tu as un bouton de chemise ou de pantalon, arrache-le et joue avec ta langue. Ça va te faire saliver et comme ça tu n'auras pas besoin de boire cette bouteille. C'est une parole qui, jusqu'à la révolution égyptienne, ne se disait pas, ou très peu, dans des petits cercles de confiance et de bouche à oreille. C'est une parole qui ne se disait pas parce que la sécurité d'État, Amn el-Daoula, la police politique du régime de Moubarak, avait des yeux et des oreilles partout. On en avait donc peur, et on en avait aussi parfois honte, lorsqu'on était passé entre ses mains, parce que la sécurité d'État ne visait pas seulement à surveiller les citoyens égyptiens, à contrarier les projets des opposants politiques ou à persécuter les mouvements islamistes. Elle cherchait aussi à humilier et à briser tous ceux qui étaient surveillés, arrêtés, torturés, pour un soupçon, un geste d'opposition ou une délation. Mais le verrou de la peur a sauté, maintenant que cette sécurité d'État a été dissoute, même si les dizaines de milliers de personnes qui la composaient n'ont pas disparu, voire pour beaucoup d'entre eux ont été recasés dans les nouvelles institutions égyptiennes. Le poète Ahmed Fouad Negm composait, sous les barreaux, un poème devenu ensuite un emblème des luttes ouvrières et étudiantes, scandé par ce refrain. Tu peux lâcher tes chiens dans les rues et refermer sur nous tes prisons. Tu peux nous voler notre sommeil, nous avons dormi trop longtemps. Début 2011, les Égyptiens se sont définitivement réveillés. Et si cette révolte égyptienne a pris le nom de révolution du 25 janvier, pour beaucoup d'Égyptiens, elle serait plutôt à dater des 5 et 6 mars, lorsque les bâtiments de la sécurité d'État, au Caire et à Alexandrie, ont été investis par les révolutionnaires pour à la fois s'emparer de ces bastilles honnies et préserver les archives d'un régime de terreur que certains voulaient détruire. Moi je me souviens, j'avais 16 ans. J'étais en terminale et avec des amis, j'avais rédigé un tract pour les distribuer au lycée. C'est alors que la sécurité d'État m'a arrêté et envoyé en prison. J'ai passé 93 jours en prison. Et c'était les 93 jours les plus importants dans ma vie de lycéen. En prison, je n'ai pas arrêté de lire et j'ai rencontré plein de personnes passionnantes, des écrivains, des peintres, des penseurs. J'ai appris beaucoup plus que si j'étais resté à l'école.
J'ai été accusé d'avoir voulu renverser le régime. Tout cela sans aucun procès ni explication. Mais depuis ce jour-là, j'étais fiché à la sécurité d'État pour tentative de renversement du régime. Et cela m'a poursuivi toute ma vie. Nour El Ouda. Les lignes rouges à ne pas franchir quand on travaillait comme moi dans un journal de l'opposition, c'était Moubarak, sa famille et l'armée. On m'a même obligé un jour à signer un papier, comme quoi je ne critiquerai jamais les militaires durant toute ma vie de journaliste. Par contre, j'avais la possibilité de critiquer les mesures prises par le gouvernement, alors que les journaux officiels n'avaient même pas le droit de faire ça. Je m'appelle Abdelaziz, j'ai 25 ans, je fais partie des frères musulmans. Je suis marié et j'ai une petite fille qui s'appelle Meriem. Même avant d'intégrer les frères musulmans, je connaissais la menace qui plane sur toute l'opposition, religieuse ou de gauche. Je savais que c'était une sorte de prix à payer. Mais les arrestations et les tortures ne constituent que le sommet émergé de la répression. Il y a beaucoup d'autres pressions. Moi, j'ai ainsi été exclu de l'université, après être passé devant une commission de discipline, uniquement parce que j'appartenais aux frères musulmans. Mais j'ai compris ce qu'était la répression quand j'ai été arrêté en 2008. C'était juste après les élections municipales. Les frères musulmans avaient plusieurs représentants, mais ils ont été éliminés parce que le vote était truqué. On a saisi la justice et le juge a reconnu des irrégularités. J'ai alors fait une photocopie de ce jugement et j'ai été le coller dans la rue. C'est alors que 3 personnes en civil se sont approchées dans une voiture banalisée et m'ont entouré. Tout cela se passait dans mon quartier et des habitants sont sortis pour me défendre. Mais l'une de ces 3 personnes en civil a alors sorti un pistolet et a menacé tout le monde en disant « Je l'embarque, même si je dois tuer quelqu'un ». Et là, ils vous ont emmené du coup? On m'a amené au bâtiment de la sécurité d'État. Et on m'a interrogé en me frappant et en m'humiliant. Ça a duré 5 jours. J'avais toutes mes affaires sur moi, mon ordinateur, mon téléphone. Ils ne m'ont rien rendu. J'ai fini par atterrir devant le procureur de la République qui m'a libéré sans condition. Humiliation, c'est un terme qui revient souvent, ça veut dire quoi? Les coups en font partie, mais ce n'est pas le plus dur. Même si, en Égypte, c'est considéré comme très humiliant de frapper quelqu'un au visage. Il m'insultait sans cesse, me traitait de fils de pute, de fils de chien, et j'avais sans cesse les yeux bandés. À partir du moment où tu entres dans le bâtiment de la sécurité d'État, tu n'es plus considéré comme un homme. Et donc ça, c'est la fois où ça s'est bien passé? Oui. Amir. J'ai sans cesse été confronté à eux durant ma vie. Au total, j'ai été arrêté 9 fois pour des raisons politiques. Vous les connaissez bien? Ah, très bien, très bien. Leur méthode, à peine tu as franchi la porte du bâtiment de la sécurité d'État, c'est de te briser, de te faire comprendre que tu es dans une autre dimension et que tu n'en sortiras sans doute pas. Mais quand ils veulent vraiment t'anéantir, ils pratiquent une méthode qu'on appelle le suivi intensif. Pendant 1 mois ou 2, ils te consacrent à plein temps une dizaine ou une vingtaine de personnes qui te suivent jour et nuit. Ils savent où tu t'arrêtes pour acheter ton journal, par quelle rue tu as l'habitude de passer, pourquoi tu fais un stop ici et pas là. Ils savent tout. Un jour, un officier m'a dit, tu sais, parfois je descends dans les archives, je regarde tout ton dossier et je me sens bien.
J'ai eu alors l'impression que ces gens-là avaient accès à toute ma vie. J'avais le sentiment de vivre dans une chambre en verre où tout le monde pouvait tout savoir de moi. À quoi ressemblait Nour El Houda, un membre de la sécurité d'État, cette police politique du régime de Moubarak? Est-ce qu'on pouvait le reconnaître dans la rue? D'abord, il porte toujours des lunettes de soleil très foncées. Son visage n'exprime rien, on dirait qu'il est fait de cire. Et surtout, il ne sourit jamais. Quand il parle, c'est toujours avec un air supérieur, en donnant des ordres. Mais la plupart du temps, il donne ses ordres avec ses yeux, un simple regard. Et lorsqu'il s'adresse à toi, il te fait sentir que tu n'as aucune valeur. C'est lui qui tient ton destin entre ses mains. Un membre de la sécurité d'État, c'est aussi quelqu'un que tu n'as jamais vu, mais qui t'aborde dans la rue en t'interpellant par ton nom. Un jour, quelqu'un m'a ainsi accosté en me disant « Madame Nour, dégage d'ici ». Ils veulent te faire comprendre que même si tu ne les connais pas, eux, ils te connaissent et ils te suivent. Une autre fois, la sécurité d'État avait établi un cordon autour du syndicat des journalistes, où je me trouvais avec mes 3 filles. Au bout de 3 heures, les enfants voulaient sortir. J'ai donc demandé à un gradé de la sécurité d'État l'autorisation de sortir et il m'a dit « Il n'y a aucun problème, vous allez rentrer à l'intérieur, vous descendez au sous-sol, vous prenez la porte à gauche, vous vous trouvez dans le garage. Là, il y a une petite porte à droite. Vous l'ouvrez. Ça vous amène sur une petite cour où se trouve une petite porte arrière que je vais vous ouvrir. » Ils vous faisaient constamment sentir qu'ils ont le contrôle de tout. Ils savent tout. Souvent, les polices politiques, on pense qu'elles ont énormément de pouvoir. Est-ce que des fois, à votre avis, on fantasme, par exemple, le pouvoir qu'elles peuvent avoir, ou est-ce qu'il est absolument réel? C'est-à-dire que est-ce que tout ce qu'on pense que peut une police politique, c'est-à-dire de tout savoir, d'avoir recruté tout le monde, c'est de la réalité, ou c'est aussi un fantasme suscité par la police politique elle-même pour dire nous sommes des organes, nous sommes partout? La sécurité d'État recrutait des hommes partout dans la société et pratiquait à grande échelle l'espionnage et les écoutes. Celui qui est ensuite devenu le ministre de l'Information de Moubarak avait ainsi pour mission d'espionner les chambres à coucher des ministres un à un pour obtenir des informations. Ce système d'espionnage remontant au plus haut niveau a donné l'image d'un pouvoir immense et panoptique de la sécurité d'État. Oui, parce que la sécurité d'État, c'était pas seulement ces endroits où on était interrogé sous Sadat, puis torturé sous Moubarak, c'était aussi du coup une police qui vous surveillait partout dans la vie. Et alors c'est vrai que les gens de la sécurité d'État, ils sont tous des blousons de cuir et des lunettes de soleil. Oui, toujours des lunettes de soleil, même en hiver, n'a pas de soleil. Oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Oui. Est-ce que ça vous est arrivé de vous méfier de gens qui en fait n'étaient pas de la sécurité d'État? Ça me fait rire cette question. Ça me rappelle ma jeunesse. Notamment quand il faisait des surveillances intensives. À l'université, on nous apprenait, si on avait un rendez-vous juste en face, à ne pas y aller directement. On commence plutôt par faire un tour du pâté de maison. Tu montes par là, puis par ici. Tu fais un demi-tour, tu fais le tour de la place dans un sens, puis dans l'autre. Tu prends une rue et hop, tu reviens à ton point de départ. Et pendant ce temps, tu fais des trucs comme dans le film. Tu rattaches tes lacets en regardant derrière toi, tu te tournes brusquement, ou tu fixes une vitrine en essayant de mémoriser le visage qui vient vers toi. Je capturais ainsi le visage de celui qui me suivait.
Un autre truc, c'était de courir après un bus en marche et de sauter dedans pendant qu'il roulait encore, puis de redescendre immédiatement et de reprendre un bus, mais dans la direction inverse, toujours en roulant. Ça me fait penser à un épisode cocasse. À force d'être suivi, certains visages deviennent familiers. Ça m'est ainsi arrivé de sauter dans un bus, de reconnaître un visage connu et de m'approcher en disant « Ah, comment vas-tu, ça va bien ?» et de me dire « Merde, c'est un mec de la sécurité d'État qui me suit. » Mais son visage m'était tellement familier que j'ai pensé un instant que c'était un vieil ami ou de la famille éloignée. Est-ce que je peux vous demander simplement de vous présenter d'abord? Olfat Abderrabou. J'étais membre dans le bureau exécutif de le parti El Tagaman, un rassemblement de gauche. Je suis arrêté à l'aéroport, enlevé en effet dans l'année 80. Et voilà, je suis resté 3 mois aux prisons des Canataires, les prisons des femmes. Mais j'ai resté plusieurs jours dans Amn Daoula. Donc la sécurité d'État. Oui, 15 jours dans les prisons de Amn Daoula. De quoi ils vous accusaient? Accusé d'avoir des papiers contre la sécurité d'État et les mépris de régime. Et ça durait combien de temps, un interrogatoire? Oh là là, c'est horrible. Tout le temps, à 2 heures du matin, toute la nuit, d'un monsieur à l'autre. Toute la nuit et toute la journée des interrogatoires. Dans ce parti de gauche dans lequel vous étiez, Olfat Abderrabou, c'était fréquent comme ça que la sécurité d'État enlève des gens? Ah oui, bien sûr, c'était très très fréquent. Il arrête tous les jours des militants pour payer la caution, pour nous épuiser. Au lieu de travailler, de chercher des avocats, chercher d'argent pour payer les cautions. À l'époque de Sadat, n'a pas de torture. Vraiment. Vous n'avez pas été torturé? Non. À l'époque de Sadat, c'était le luxe. La sécurité d'État à l'époque de Sadat, c'était le luxe? Le luxe pour nous, parce qu'on n'a pas de torture. C'est vrai, ils nous écrasé avec l'interrogatoire, mais enfin, pas de torture. C'est tout à fait l'autre chose à l'époque de Moubarak. Il y a 2 principaux bâtiments de la sécurité d'État au Caire. Celui de l'Azorli et celui de Medinet Nasr, qui est l'enfer de la torture. Amir. Celui de l'Azorli constitue plutôt le lieu de la destruction psychologique. Là, du planton jusqu'au plus haut gradé, tout le monde connaît parfaitement son rôle. On sait à chaque instant comment te prendre par le bras ou te regarder en te donnant l'impression qu'il y a quelque chose de très grave qui va t'arriver. On te fait sentir tout cela à peine le seuil du bâtiment franchi. L'Azorli est un ancien palais aménagé. Quand tu entres, tu passes d'abord par des couloirs étroits, bas de plafond, avec des murs très épais. Tu as donc l'impression d'aller dans un endroit très dangereux et oppressant. Ensuite, pour aller jusque chez les officiers, tu passes par des grands escaliers, avec des grandes pièces et plein de portes de bureaux, dont tu te demandes sur quoi elles ouvrent. Tu peux élever tes palais sur nos champs, avec notre labeur et le travail de nos mains. Tu peux installer des tripots près des usines et des prisons à la place des jardins. Tu peux lâcher tes chiens dans les rues et refermer sur nous tes prisons. Tu peux nous voler notre sommeil, nous avons dormi trop longtemps. Tu peux nous accabler de douleur, nous avons été au bout de la souffrance. Comment est-ce que vous avez été arrêté? C'était pendant une manifestation. J'ai vu un officier me désigner avec son doigt.
et 2 policiers m'ont immédiatement embarqué dans un fourgon sans siège. Ma femme aussi a été emmenée. J'ai été interrogé et accusé d'avoir distribué des photos de Nasser, alors que je ne suis pas nassérien, et d'avoir appelé au boycott des produits israéliens et américains. Et vous saviez où vous étiez à ce moment-là? On nous a emmenés dans le bâtiment de la sécurité d'État à Lazorli. On nous a mis dans une toute petite pièce où on entendait les bruits de la salle de torture au-dessus de nos têtes. On pensait qu'on allait tous passer par cette salle en haut. L'un de nous, qui était déjà passé par là, nous a raconté tous les instruments de torture qui s'y trouvaient. On ne savait pas si on serait relâché avant de monter à l'étage. Amir. Au début, l'officier t'offre un thé ou un jus de citron. Là, tu commences à respirer. Puis il te parle de politique en général, de ton université, des papiers qu'ils ont trouvés sur toi. Et progressivement, ils s'approchent de plus en plus de toi. Et tu réalises qu'ils connaissent tous les petits détails de ta vie. Ils te demandent aussi de sortir tout ce qu'il y a dans tes poches. Et alors l'officier te regarde avec un air très concentré, comme si tout cela était très grave, alors qu'il n'y a rien. Mais il continue et te demande « Comment va Madame Intel ?» Quelqu'un que tu ne connais que de très loin. C'est à ce moment-là que d'autres personnes qui observent l'entretien envoient un soldat ou quelqu'un qui travaille pour eux et qui me dit « On va te bander les yeux car le pacha en haut va te parler, mais on a l'instruction que tu ne le vois pas. » Et j'ai alors pensé que c'était cette personne que je ne verrais pas qui avait la décision finale de ma vie, si je serais torturé, tué ou libéré. On a tout ça dans la tête avant même d'être interrogé. Et donc ça c'est la fois où ça s'est bien passé. Oui, là ça s'est bien passé. Abdelaziz. Puis après, comme on ne m'avait pas rendu mes affaires et mon ordinateur, on m'a appelé pour me dire « Viens les chercher ». J'y ai été plusieurs fois. À chaque fois, j'attendais et je repartais les mains vides. Mais une fois où je m'étais à nouveau déplacé, l'officier m'a bandé les yeux, m'a menotté les mains derrière le dos et m'a dit « Lève-toi ». Et il m'a fourré dans une voiture et m'a emmené jusque chez moi. J'ai compris qu'il voulait tout fouiller. J'ai expliqué que ma femme était enceinte et se trouvait à 2 semaines de son accouchement. Elle était seule, il était très tard, et je leur ai demandé de ne pas lui faire peur, mais ils s'en fichaient. Les hommes de la sécurité d'État ont mis sang dessus-dessous tout notre appartement, mais aussi ceux des voisins, en embarquant les ordinateurs et les téléphones de tout le monde, même de gens que je ne connaissais pas du tout. Même les appartements vides ont été fracturés et défoncés. Personnellement, ils m'ont pris absolument toutes mes affaires, mes livres, mes photos, mon certificat de mariage, mes diplômes, ma carte d'identité, le contrat de location de notre appartement, mon passeport, tous mes papiers personnels. Et je ne les ai plus jamais revus. Ils ont aussi confisqué tous les appareils électroniques, mon PC, mon imprimante. Bien sûr, la perte matérielle, pour moi, un jeune marié, c'était lourd. J'avais passé des années à travailler pour m'équiper. Mais même les voisins que je ne connaissais pas, on leur a pris tout leur matériel électronique. Tout cela sans parler de l'humiliation que l'immeuble et le quartier ont subi, parce qu'ils ont encerclé l'immeuble et tout le pâté de maison, en insultant tout le monde.
Ils ont dit à ma femme, toi, on viendra te chercher juste après ton accouchement. Et pendant ce temps-là, j'étais dans la voiture, les yeux bandés. Je savais qu'il se passait des choses très graves, mais je ne voyais rien. Après cela, ils m'ont emmené au bâtiment central de la sécurité d'État, à Lazorli. Puis on m'a transféré dans un autre endroit, dans la banlieue du Caire, à Medinet Nasr, qu'on surnomme le camp de l'enfer. Et j'ai passé 22 jours là-bas. Le bâtiment de la sécurité d'État à Medinet Nasr, on appelle ça le tombeau, parce que c'est une grande salle en sous-sol avec des petites pièces de chaque côté qui contiennent chacune un prisonnier nu, menotté, les yeux bandés, immobile. On dirait des morts disposés comme dans un grand tombeau pharaonique. Je m'appelle Mohamed Adel et je fais partie du groupe des jeunes du 6 avril. Qu'est-ce que c'est que ce groupe du 6 avril? Pourquoi ça porte ce nom-là? C'est un mouvement créé sur Facebook qui utilise les réseaux sociaux et qui a fait sa première action le 6 avril 2008. Ici, le slogan, c'était longtemps Facebook, la rue, la prison. Mais maintenant, on dit Facebook, la rue, la prison, la révolution. Et bientôt, ce sera aussi la démocratie. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous arrivez dans ce camp de l'enfer? Le fourgon de police dans lequel j'étais s'est arrêté. Abdelaziz, on m'a transféré dans une voiture dont je sentais qu'elle tournait en rond, qu'elle cherchait à me faire perdre tout repère. Puis elle aussi s'est arrêtée. Là, ils m'ont déshabillé entièrement et les coups se sont mis à pleuvoir. Coups de poing, coups de pied, coups de bâton, pendant 2 heures, comme une fête de bienvenue. J'ai été arrêté 6 fois. Mohamed. Mais la pire, ça a été après 2 articles que j'avais postés sur mon blog. Un contre Moubarak et un autre sur ce qui se passait en Palestine. J'ai alors été emprisonné pendant 4 mois, dont 17 jours sous terre, dans les locaux de la sécurité d'État à Medinet Nasr. Comment s'est passée l'arrestation? C'était étrange. J'avais rendez-vous avec un journaliste étranger et je me suis assis dans un café pour boire quelque chose. Des hommes en civil sont alors arrivés. Ils m'ont mis dans une voiture et ils m'ont emmené à Medinet Nasr. J'ai eu le droit à une fête de bienvenue, puis on m'a attribué un numéro et on m'a fait entrer à l'intérieur du centre. Dans ce camp, j'ai subi 3 interrogatoires par jour pendant les 22 jours où je suis resté là-bas. À la toute fin, on m'a laissé 4 jours sans m'interroger dans une petite cellule pour me faire guérir, mais malgré cela, je suis sorti avec plein de cicatrices. J'ai donc passé 22 jours, les yeux bandés et menottés, jour et nuit. On était dans un sous-sol où je n'ai pas vu une seule fois la lumière du jour. J'avais droit à un morceau de pain et de fromage le midi et le soir. Lorsque la personne qui m'interrogeait n'était pas contente de moi, elle pouvait me laisser debout, accroupi ou attaché par 1 ou 2 jambes. Je me souviens de 48 heures particulièrement dures, attaché dans une position très douloureuse, mi-accroupi, mi-penché, où je n'avais aucun droit de bouger. Nous étions plusieurs dans la grande salle, les yeux bandés. J'entendais 2 personnes hurler parce qu'elles étaient attachées dans le dos de l'autre, mais dans des positions différentes.
Bien sûr, on était tous à poil, on n'avait rien sur soi, je n'avais pas mes lunettes, rien. Et il nous demandait si on avait des maladies chroniques comme le diabète ou si on était cardiaque pour nous garder en vie. Des médecins prenaient régulièrement notre pouls et notre tension. Et je me souviens surtout de l'odeur constante de bétadine, parce que des infirmières passaient sans cesse avec de la bétadine pour en mettre sur toutes les blessures, les chairs écorchées. J'en avais partout sur mon corps et je la sentais tout autour de moi. Pendant que j'étais là-bas, dans cette salle, j'ai souvent rêvé qu'un peintre y entre. Je me demandais quelle image il pourrait peindre de cet endroit, avec une vingtaine ou une trentaine de personnes, dont certains étaient accrochés par les pieds ou les jambes, tous en train de saigner, de pisser le sang. J'essayais d'imaginer à quoi ça pouvait ressembler, et je me disais que ça devait ressembler à un abattoir humain. Et alors une fois après la fête de bienvenue, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, on a reçu des instructions. Mohamed. Interdiction de parler à qui que ce soit. Comme on n'a plus de nom, mais seulement un numéro, on doit se lever quand on entend l'appel de notre numéro. Et quand un officier nous parle, on doit lui répondre avec respect. On a droit à aller 3 fois aux toilettes par jour, on a droit à 3 repas par jour et on a le droit de faire les prières. Vous étiez quel numéro dans ces sous-sols de la sécurité d'État puisque vous n'aviez plus de nom? Au début, j'étais le numéro 7. Puis au bout de 7 jours, je suis devenu le numéro 17 puisque ton seul nom dans les locaux de la sécurité d'État, c'est ton numéro de cellule. Ensuite, j'ai dû écrire un récit de ma vie, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Pendant 3 jours, l'officier, toujours le même, me l'a fait réécrire et réécrire. Il cherchait des différences entre les versions sur lesquelles il m'interrogeait. Et c'était toujours les mêmes questions. Qu'est-ce que tu faisais avec les traîtres et les chiens du mouvement Kefaya? Est-ce que tu es avec les frères musulmans? Pourquoi as-tu été à Gaza? Où sont cachées les armes à Gaza? Et j'ai répété que je n'avais jamais été à Gaza que pour amener de la nourriture et des habits. Mais il insistait pour établir un lien entre moi et des islamistes armés afin de clore le dossier et me faire passer pour un criminel. Mais j'avais aucun lien avec des groupes armés, j'étais seulement en mission humanitaire. Les 3 premiers jours, j'ai été frappé et soumis à des tortures avec de l'électricité. Mais au bout de 3 jours, ils m'ont demandé si j'allais faire comme Abdul Moneim Mahmoud, un autre blogueur qui avait été arrêté et torturé par la sécurité d'État. En sortant, il avait décrit en détail toutes les tortures sur son blog et ça avait fait alors grand bruit. J'ai répondu que je ferais pire. Et au bout de 3 jours, ils ont arrêté de me violenter physiquement. À présent, nous savons qui cause nos blessures. Nous nous sommes reconnus et nous sommes réunis. Ouvriers, paysans et étudiants. Notre heure a sonné et nous nous sommes engagés sur un chemin sans retour. La victoire est à la portée de nos mains. La victoire pointe à l'horizon de nos yeux. Amn el-Daoula, la sécurité d'État égyptienne qui servait de police politique du régime Moubarak, ça ressemble à quoi par rapport à d'autres polices politiques? Amir. La sécurité d'État en Égypte avait pour but de détruire tout mouvement politique d'opposition. Comme dans les autres États policiers, l'Italie fasciste, l'Iran, la Roumanie de Ceausescu ou la Tunisie de Ben Ali.
C'était une institution dont le seul objectif était de protéger l'autocrate. L'histoire de la sécurité d'État en Égypte commence bien avant 1952 et la prise de pouvoir de Nasser. Auparavant, elle s'appelait le crayon politique, parce qu'elle visait à lutter contre les gens qui écrivaient des tracts politiques. Lorsqu'elle a été mise en place après la guerre sous son nom de sécurité d'État, les formateurs étaient d'anciens hommes de la police politique du Troisième Reich, réfugiés en Afrique du Nord. On a donc construit un immense système dont les seuls mots d'ordre étaient la persécution, la répression, la torture, mais aussi le recrutement de civils comme informateurs. Que ce soit les imams dans les mosquées, les concierges dans les immeubles, les professeurs dans les universités, il y avait toujours et partout au moins un informateur de la sécurité d'État. Avec quoi est-ce qu'il vous frappait, vous savez? En plus des tortures psychologiques, où il me demandait le nom de mes sœurs, en menaçant de les amener ici, les tortures physiques étaient diverses. Je me souviens d'une fois où mon interrogateur s'est mis debout sur moi pendant 1 heure, tout en menant l'interrogatoire. Mais pour la partie physique, je me souviens surtout d'un outil, sûrement une invention égyptienne, qui était une sorte de lit métallique électrifié. Il nous attachait dessus avec une vingtaine de cordes et commençait une séance de torture à l'électricité, surtout sur les parties génitales, le pénis, dans le derrière, sur la langue aussi. Quand je suis sorti, mes parties génitales et mon entrecuisse étaient complètement noirs à cause de ces tortures. La violence physique était aussi une violence sexuelle, les viols avec les mains ou un bâton dans les fesses. Ça, vous en avez été victime? Oui, bien sûr. Je parle de moi, de mon expérience personnelle, pas de ce qu'ont vécu les autres. La violence consistait aussi à être complètement coupé du monde. Je ne savais plus si c'était le jour ou la nuit. Quand je suis sorti, j'ai pu appeler ma famille. Ils étaient effondrés, morts d'inquiétude. Ils ne savaient rien de mon sort. C'est seulement alors que j'ai appris que ma femme avait accouché d'une fille, Mariam, pendant que j'étais sous terre. Personnellement, je n'ai pas été trop torturé avec de l'électricité. Amir. Mais en tant qu'avocat de nombreuses personnes passées par la sécurité d'État, je me souviens plusieurs fois de leur arrivée chez le procureur où je devais les défendre. Ces personnes arrivaient portées par plusieurs autres, parce qu'on avait tellement électrocuté leurs muscles, leurs cuisses, leurs cous, leurs mains, leurs doigts, qu'elles n'étaient plus en état de se tenir debout seules. Je l'ai vu de mes yeux. Pendant les 21 jours, vous aviez les yeux bandés. Oui, et bandés avec une force incroyable. Après ma sortie, pendant plus d'1 semaine, ma vision était toute rouge. Du coup, les deux sens que vous développiez, c'était le nez, là vous dites la bétadine qu'on sentait, et puis l'audition, l'ouïe. Qu'est-ce que vous entendiez à ce moment-là? Mes oreilles et mon nez étaient tout ce qu'il me restait pour savoir où j'étais. Aucun son ne rentrait. Le seul qu'on entendait était celui des ventilateurs qui amenaient l'air dans le sous-sol où on se trouvait et qui ne s'arrêtait jamais. On n'a jamais entendu un seul klaxon, un seul appel à la prière. On n'entendait rien, à part les cris des gens torturés et le bruit des ventilateurs. Après la Révolution, le bâtiment de la sécurité d'État a été occupé par les révolutionnaires. Quand j'ai entendu ça, je suis parti en courant pour voir à quoi ça ressemblait. Et j'ai été content de constater que c'était proche de ce que j'avais imaginé avec mon nez et mes oreilles. La torture psychologique était inventive. Je me souviens d'une fois où on était une centaine enfermés dans une même salle. Toutes les 48 heures, il sortait une seule personne. À chaque fois, on se disait qui ça va être.
Est-ce que je sors dans 2 jours, dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 1 an? On était détruits. Comment on tient? À quoi vous pensiez pour tenir? انا جوه طبعا كانت حالتي صعبه جدا يعني وكنت ما كنتش ثابت كده يعني كنت بصرخ على طول وبعيط لان طبعا Je pensais que c'était trop dur, que je n'étais pas assez solide. J'ai crié, j'ai pleuré, j'étais très affaibli. ممكن تصل للدرجه دي لكن كل يوم كنت بزداد صلابه من جوه. Mais jour après jour, je devenais plus résistant et je me disais tiens, en dépit de ce qui m'arrive, je suis toujours vivant. J'étais content de ne pas m'effondrer, de ne pas me laisser briser. Et quand je suis sorti, j'étais très fier de moi. Bien sûr, je pensais à la mort, et la mort pour moi, à ce moment, c'était une solution. Je voulais en terminer avec ça, parce que je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait de telles tortures. Mais jour après jour, je tenais tête et je me disais que finalement, c'était eux qui subissaient aussi une torture. À la toute fin, mon interrogateur m'a d'ailleurs frappé comme un fou avec un bâton de toutes ses forces, en hurlant « Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu résistes ?» Tout mon corps a alors commencé à gonfler avec des bleus partout. Et ils ont été obligés d'arrêter de me torturer quelques jours avant de me relâcher. Ils vous demandaient quelque chose que vous saviez et que vous cachiez, ou ils vous interrogeaient mais en fait c'était pour vous torturer? لا هم كانوا بيسال لكن هو مش فاهم هو بيسال عن ايه. هو كان بيسالني طبعا كل الاسئله معظم الاسئله كانت عن الاخوان المسلمين وعن جماعه الاخوان لكن هو Il posait des questions pour connaître le fonctionnement des frères musulmans sur l'organisation de telle ou telle section. Il savait très peu de choses. Je ne lui ai jamais dit « Je ne te dirai pas ». Je ne suis jamais arrivé à ce point de courage. Mais je répondais en disant des choses qu'il savait déjà. Puisque la sécurité d'État égyptienne espionnait tout, savait tout, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vu venir la révolution du 25 janvier? Amir. Le dictateur a un talon d'Achille. C'est sa stupidité politique. Il a toujours pensé pouvoir tout contrôler, écraser, mais il est politiquement inconscient que ces mêmes personnes écrasées un jour peuvent le jour suivant se réveiller et l'écraser à son tour. La sécurité d'État fait peur, mais ils sont bêtes et ignorants. Mohamed. Ils avaient toujours pensé que ce serait la force du nombre qui ferait la différence. Mais ils avaient sous-estimé la force de l'intelligence collective. Cette police politique a très mal calculé son coup. Vous me dites, Mohamed Adel, que la sécurité d'État, cette police politique que quand même tout le monde craignait, a raté la révolution parce qu'elle n'avait pas Facebook, en gros? Ils ont Facebook. Ils ont même un bureau spécialement dédié à la lutte contre les blogueurs. Mais ils pensaient avoir affaire à des mouvements enfantins, jeunes et naïfs. Ils n'ont pas compris qu'on se préparait depuis un moment et qu'on travaillait à briser la barrière de la peur. Ashraf. Ces tortures créent un climat général de peur qui constituait un élément constitutif de la société égyptienne. Cela crée de l'hypocrisie, de la soumission, de l'isolement. Et cela a entraîné un vrai déclin de la société égyptienne. Toute l'énergie, tout le potentiel des Égyptiens n'a pas été utilisé et a été complètement laissé sur le côté. On vivait
dans une société ratée. Si tu veux casser une société, tu la fragmentes en petites unités qui se craignent les unes les autres, ne se rencontrent pas, ne pensent qu'à leur intérêt personnel et immédiat. Est-ce que cette ère de la détention arbitraire, de la peur, elle est révolue ? Parce que là, c'est vrai qu'on peut parler, par exemple, de la sécurité d'État, cette police politique à la terrasse d'un café, ce qui était impensable il y a seulement 3-4 mois. Ou est-ce que ça pourrait revenir, Ashraf Bayoumi ? Nous sommes dans une période transitoire, la peur a disparu, mais il n'existe pas encore d'institution qui protège cet état de liberté, qui demeure donc un état encore éphémère. Un mois après la démission du raïs égyptien Moubarak, la sécurité d'État, Amnel Daoula, a été dissoute. Mais où sont passés tous les membres de la sécurité d'État qui vous surveillaient constamment ? Il dirige la contre-révolution. Nour El-Ouda. Toutes les violences qui ont lieu dans le pays sont de leur fait. Le système de la sécurité d'État a été dissous, mais les anciens membres travaillent pour une contre-révolution, pour retrouver leur pouvoir. Tu peux les apercevoir lors des rassemblements de la place Tahrir. Ils ont encore des fidèles qui travaillent pour eux, dans chaque ministère, chaque université. Il y a toujours des gens qui guettent pour eux. C'est la sécurité d'État qui validait les postes de tout le monde. Les concierges, les présidents d'université, les maires, tout le monde est encore là. Et aujourd'hui, on les reconnaît toujours à leurs lunettes de soleil ? Sans leur odeur. C'était toujours le même interrogateur ? Oui, c'était toujours la même personne. Et c'est pour ça que je me disais parfois, c'est moi qui le torture. Parce que comment il pouvait ensuite rentrer chez lui, discuter avec sa femme et m'interroger sans relâche et pour rien pendant 22 jours. Aujourd'hui, vous reconnaîtriez sa voix ? Après la révolution du 25 janvier, j'ai eu ma vengeance sur le système. Et lui, personnellement, ce n'est pas ma préoccupation. D'ailleurs, cette histoire, je l'ai parfois racontée, mais c'est la première fois que je la raconte en détail. Je n'ai jamais vraiment parlé de ça, parce qu'avant le 25 janvier, je me disais que mon histoire pouvait faire peur aux gens. Et donc, je n'en ai jamais parlé. Là, aujourd'hui, vous avez encore des traces des violences ? Oui, bien sûr. J'ai des traces, la plupart sur le pénis ou sur les fesses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ces 23 jours, je n'ai pas été libéré. J'ai encore passé 4 mois en prison, avant qu'un juge ne décide qu'il n'y avait rien contre moi et ne me relâche. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? J'avais 23 ans. On arrête ? Non, on n'a pas le droit, on continue. Quoi ? On continue, ça va pas la tête. Attends. Continue, mais bien sûr. Mais c'est qui lui ? Mais c'est personne. Vous êtes sûr ? Mais bien sûr. C'est fini, il m'a arrêté Amnel Daoula, nous arrêté. Maintenant, on peut parler en Égypte, là on est dans un square public, on peut raconter comme ça qu'on s'est fait arrêter par la sécurité d'État, qu'on s'est fait torturer, on peut le faire. Oui, parce qu'après le 25 janvier, tout a changé. On a récupéré notre dignité, notre liberté. Aujourd'hui, je me sens complet. Je peux parler de tout. La police politique de Moubarak, anatomie d'une peur. Merci à tous les intervenants, Abdelaziz Mogahed, Ashraf El Bayoumi, Nour El-Ouda, Mohamed Amin, Mohamed Adel, Hicham Ismail Farid, Amir Salem et Olfat Abderrabou. Merci aussi beaucoup à Serenat Shafik. Traduction et collaboration, Ayman Abdelhafez, avec les voix de Laurent Lederer, Renaud Bertin, Pierre Laplace, Lisa Coca et Xavier Delaporte.
Attaché d'émission Christine Gage et Laure-Hélène Planchet. Mixage Jean-Pierre Pelget. Un documentaire proposé par Joseph Confavreux et réalisé par Jean-Philippe Navarre. Demain, nous poursuivrons notre expérimentation documentaire du printemps arabe en nous rendant avec Yacine Bouzard en Algérie. Vous pouvez bien sûr podcaster cette série d'émissions sur le site de Sur les Docs